ma participation à ERA Award m'a apporté avant tout des rencontres et beaucoup d'échanges à propos de thématiques qui restent très importantes de nos jours. Ça donne de l'espoir pour le futur parce que ça montre plein de solutions possibles, durables et qui prennent en compte tous les aspects sociaux, économiques, etc. Transmettre un monde habitable aux générations futures, pour moi, c'est réussir à donner aux êtres humains à venir un monde qu'on aurait souhaité avoir à notre naissance. C'est absolument nécessaire, ça doit se faire avec tous les acteurs de la société civile et dès maintenant. Ce que j'espère qu'on retienne de mon mémoire aujourd'hui, c'est l'importance de s'intéresser aux émotions et au vécu des femmes dans leur mobilité, surtout à vélo. J'espère principalement susciter la réflexion autant dans la société civile que chez nos gouvernants, nos politiques. D'allier la justice sociale, l'environnement, la coopération. De continuer dans la recherche, de poursuivre mon doctorat et peut-être encore plus tard dans la recherche ou dans le monde académique. Certaines pratiques, certains abords que j'ai pu avoir, notamment sur la frugalité en architecture, qui permettent donc de concevoir plus durablement le monde de demain pour les générations futures. Pour moi, aujourd'hui, la recherche, c'est véritablement se donner le temps de la réflexion, de l'esprit critique. Pour avoir un impact, changer ce système, on est obligé, c'est nécessaire de penser de manière systémique. Et cela signifie, dès la question de recherche, mais aussi tout au long de la méthodologie, d'inclure un côté social, de penser à l'avenir, du futur qui soit souhaitable, à la prospérité. Mais plus que la recherche, je pense que ce qui est important, c'est la mise à l'action. Je pense que les deux doivent se mettre ensemble. Dans 25 ans, moi je vois le monde plus collectif que maintenant, en tout cas où le collectif aura pris le dessus sur les intérêts individuels. Du coup, je voulais déjà féliciter la Fondation pour les générations futures qui fête ses 25 ans. Et pour les 25 prochaines années, j'espère que ça touchera encore plus de monde et que les objectifs du développement durable seront atteints de meilleure manière un peu partout dans le monde. Ah, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis très heureuse d'être là et de vous accueillir au nom de la Fondation pour les générations futures à cette 12e cérémonie de remise des ERA Awards organisée cette année, ça ne vous aura pas échappé, en collaboration avec l'UMONS. D'ailleurs, je vous remercie, monsieur le recteur. On ne va pas vous retrouver tout de suite, mais vous ne perdez rien pour attendre. Vous aurez votre rôle à jouer tout à l'heure. Alors, pour ouvrir cette cérémonie, je vais appeler 2 personnes à me rejoindre. Monsieur le premier vice-recteur Marc Laby et monsieur Benoît Derennes, directeur de la Fondation pour les générations futures. Alors le chemin est un petit peu loin jusqu'à moi. Voilà, un petit tour et vous y serez. Alors si monsieur le vice-recteur nous rejoint pour faire l'ouverture de cette cérémonie, eh bien c'est parce que sa présence est hautement symbolique, votre présence est hautement symbolique ce soir. Oui, non seulement en tant que premier vice-recteur de l'UMONS, mais aussi parce que Marc Laby a été le premier lauréat ERA Award pour sa thèse de doctorat. C'était en 1999, il y a 25 ans, parce que oui, il y a 25 ans, était créée la Fondation pour les générations futures. Alors aujourd'hui, vous enseignez l'analyse des organisations à la faculté Warroquet d'économie et de gestion et vous accordez une vraie priorité aux questions sociales, tant dans vos activités scientifiques que dans celles que vous menez au sein de l'équipe rectorale, où vous êtes entre autres responsable des affaires sociales et étudiantes. Alors, première petite question pour vous, je pouvais aussi vous passer mon micro, hein, voilà. On va célébrer ce soir 27 jeunes diplômés pour leur mémoire de master ou pour leur thèse de doctorat, 27 jeunes qui se sont engagés pour le développement durable et qui ont adopté dans leur travail une démarche à 360 degrés qui est propre au développement durable et sur laquelle évidemment on va revenir ce soir. Première petite question pour vous, quel est votre sentiment en étant là ce soir, en tant que représentant de l'UMONS et puis en tant qu'ancien premier lauréat des ERA Awards il y a 25 ans? Je dirais très logiquement que je suis évidemment très très heureux. Je me souviens, moi, ça se passait au théâtre de Namur à l'époque. Et je suis évidemment très heureux de voir aujourd'hui que ça tourne entre les universités, de voir que tous ces jeunes travaillent sur tant de domaines et que le nombre de prix s'étant diversifié, qu'il y a finalement de la place pour toutes sortes de recherches dans toutes sortes de domaines. J'ai été voir évidemment les posters, j'ai participé cet après-midi. Je trouve qu'on sent vraiment l'importance d'avoir une multiplicité d'approches et la complémentarité des approches et le fait qu'on le valorise. Peut-être qu'on doit faire ça. Je ne vous fouille pas, mais
et que je disais donc que la multiplicité des approches est un enrichissement et que, évidemment, le valoriser est une chose importante. Je trouve aussi qu'on sent très très fort, et c'est très intéressant, je trouve, dans les présentations et dans les posters, l'importance d'être attentif non seulement au sujet de recherche qu'on mène, mais aussi de le faire avec les acteurs de terrain, de le faire avec les gens qui sont réellement concernés, que la recherche ne soit pas déconnectée de la réalité qu'elle étudie. Et c'est un sujet, on sent que c'est une valeur qui est très présente parmi les différents lauréats, et d'ailleurs ceux qui ne sont pas lauréats, mais dans les travaux qui sont présentés. Et alors enfin, et je trouve que c'est peut-être un beau moment aujourd'hui pour dire ça, on sent aussi à quel point tous ces jeunes, quand ils travaillent, se rendent compte que le fruit de leur recherche doit servir le politique dans le sens noble du terme, mais que la décision, c'est pas la cité de Platon, c'est au contraire une recherche scientifique qui doit servir au choix politique. Mais le choix politique n'est pas un choix socio-technique. Et je trouve qu'on sent qu'ils font leur recherche dans cette conscientisation-là, et ça, je trouve que c'est très très réjouissant pour l'avenir, vu les défis qui nous attendent. Merci beaucoup. Alors vous le disiez effectivement, Benoît, les ERA Awards ne cessent de se multiplier, les catégories ne cessent de se multiplier d'année en année. Cette année, les jeunes qu'on va pouvoir mettre en lumière ont travaillé dans des domaines comme l'architecture, le design, l'économie sociale, l'ingénierie, la finance, l'alimentation, la santé, la démocratie, le droit et les changements de comportement. Voilà une liste qui est de plus en plus étoffée. Alors ça fait depuis 2010, ça fait depuis 14 ans maintenant, Benoît, que la Fondation décerne ces ERA Awards, ces prix d'excellence qui soutiennent ces jeunes engagés vers un monde durable. 25 ans que la Fondation existe. Alors quel est votre sentiment ce soir ? Le premier sentiment, c'est d'abord d'être heureux d'être à côté de Marc. Parce que j'étais à côté de lui déjà en 99. Et que pour nous, c'était un pari absolument fou de se dire qu'une petite fondation qui était en train de naître allait pouvoir mettre un pied dans le monde des universités en disant « Vous avez un rôle sociétal majeur. Vous êtes là pour former l'avenir. » C'est donc une responsabilité particulière. Et ça, ce message, à l'époque, c'était un message un peu disruptif, on va dire. Il y a 14 ans, quand on a relancé la balle en disant « Mais on va démarrer non pas seulement au niveau des thèses, mais au niveau des masters », on s'est dit « Mais en fait, c'est peut-être la manière la plus naturelle de pouvoir, en quelque sorte, faire levier. Pousser les jeunes plus tôt à réfléchir à demain et à pouvoir éventuellement, pour certains d'entre eux, et je le partage, 1/3 des primés de la Fondation dans les ERA Awards suit en thèse. » Donc il y a vraiment quelque chose dans cette approche, dans cette démarche. Et je ne sais pas si vous entendez comme moi des retours. Je vais parler plus fort, sans micro peut-être. Non, je continue avec le micro. Très bien. Mais c'est bizarre. Oui, c'est pas du tout. Ou bien alors un seul micro ? Un seul micro, peut-être. Voilà. Voilà, parfait. Je ne sais pas. Oui, ça va. Ça a l'air d'aller. Excusez-nous. Et merci aux techniciens, parce que de toute façon, c'est toujours un exercice extrêmement complexe d'arriver à mettre tout ça en balance. Voilà. Et donc, pour revenir sur la trajectoire, c'est simplement de dire qu'on est maintenant 14 ans plus tard, et que ce que j'entends de la part de Marc, qui a fait son propre parcours de docteur, il est devenu professeur, et puis de professeur, il est devenu premier vice-recteur. Il manage donc une institution, ou il co-manage une institution qui est en transformation, et qui par ailleurs, nous le voyons, nous, en tant que Fondation pour les Générations Futures, se transforme de l'intérieur. Et ça, c'est un défi. On a d'ailleurs primé des jeunes qui réfléchissent à la transformation par l'intérieur de ces institutions universitaires qui, au départ, sont un petit peu des forteresses assiégées de partout et extrêmement bien défendues. Donc, cette trajectoire est en train de changer. En 25 ans, moi, je le vois. Alors, qui suis-je pour le dire ? Simplement un observateur extérieur et aussi un semeur de graines avec tous les collègues qui le permettent, bien sûr. Mais donc voilà, ça c'est le message, c'est de dire, en fait, on voit littéralement les choses changer aujourd'hui. Et pour juste la petite anecdote, le premier recteur que j'ai rencontré en 2010 pour lui suggérer de dire nous aimerions créer un prix vraiment, ou des prix qui vont potentiellement faire levier, c'était Calogero Conti.
Merci beaucoup Benoît, on se retrouvera évidemment tout à l'heure. Alors je vous fais un petit topo de la soirée, ça résonne un petit peu, voilà. Évidemment ce soir on va écouter les primés, les mettre en lumière, ils viendront tous sur cette scène à un moment donné. On va aussi mettre en lumière nos partenaires, les partenaires de longue date, mais ceux qui ne cessent d'entrer dans la danse, puisqu'on vous le disait, il y a chaque année quasiment, il y a des nouveaux prix qui voient le jour. Et puis il y aura évidemment tout à l'heure la proclamation de ces jeunes primés qui viendront sur scène rechercher leur diplôme. Mais dans l'immédiat, place à une carte blanche de Sébastien Bette et François Pierson, qui sont respectivement professeurs et doctorants à Lumons, ils sont tout près de moi. Venez me rejoindre. Alors Sébastien, je vous présente en quelques mots. Vous êtes donc professeur à la faculté polytechnique de Lumons, conseiller de la doyenne de la faculté polytechnique aux transformations systémiques. Et depuis quelques années, Sébastien est resté avec nous. Vous intégrez les enjeux socio-écologiques à vos activités d'enseignement et de recherche. Ces activités portent entre autres sur la responsabilité sociétale de l'ingénieur, le marketing durable, la démarche low-tech ou encore la créativité, l'innovation et l'intelligence collective au sein des organisations. Quant à vous, cher François, certains connaissent certainement votre visage parce que vous étiez... pas sur cette scène, mais à Liège avec nous l'an dernier, puisque vous étiez primé au ERA Award en Sustainable Engineering pour votre mémoire qui portait sur l'intégration des enjeux de développement durable dans la formation des ingénieurs. Aujourd'hui donc, vous êtes doctorant sous l'encadrement de Sébastien Bette sur, je cite, l'intégration des enjeux socio-écologiques dans les écoles d'ingénieurs, une approche paradigmatique. Et le titre que vous avez donné à votre intervention de ce soir, c'est « Cheminer ensemble vers de nouveaux paradigmes ». C'est à vous. Bien, bonjour à tous. J'ajuste un petit peu. Alors, depuis au moins une cinquantaine d'années, les sociétés humaines sont entrées dans une grande période de transformation. Mais quoi de nouveau par rapport aux époques précédentes ? Toutes ces époques ont vu à leur manière s'opérer des transformations sociales et écologiques majeures. Mais ce qui caractérise notre époque, c'est la vitesse à laquelle ces transformations se produisent. Le changement n'est désormais plus quelque chose que l'on constate après le passage d'un état A à un état B, mais un processus que l'on constate alors même qu'il se déroule. C'est devenu une propriété fondamentale du monde. Plus que jamais, le monde est devenu volatile, incertain, complexe et ambigu, ce que l'on abrège par l'acronyme VUCA. Le monde est devenu volatile car il peut évoluer selon des constantes de temps très courtes. On ne sait parfois pas de quoi demain sera fait. Le monde est incertain car la surabondance d'informations qui circulent rend impossible la tâche d'y dégager une vision exhaustive. Le monde est devenu complexe car tous ces éléments sont plus interconnectés et interdépendants que jamais, et il est devenu impossible d'y intervenir localement sans affecter l'ensemble. Enfin, le monde est devenu ambigu car, dans un monde volatile, incertain et complexe, la prise de décision purement rationnelle n'est parfois tout simplement pas possible. Reconnaître ces nouvelles réalités, c'est également reconnaître que les modèles mentaux qui les abordent peuvent présenter un certain délai d'adaptation, ce qui ajoute un nouveau niveau de complexité. Les présupposés, au fondement même de la modernité industrielle, nous ont donné l'illusion que le monde resterait stable, prédictible, ordinaire et défini, ce que l'on abrège par l'acronyme SPOD, et qui contraste avec notre monde devenu VUCA. Ainsi, les enjeux de société trouvent régulièrement leurs limites dans l'œil de celui qui les énonce. Mais une bonne réponse à un problème mal posé est-elle vraiment une bonne réponse ? Le monde VUCA ne peut plus être contrôlé, maîtrisé, prédit ou même compris comme le monde SPOD pouvait l'être. De plus, le fossé se creuse entre l'échelle des enjeux qui va en se mondialisant et l'échelle de l'action qui va en s'individualisant encore et toujours. Alors, comment ne pas être défaitiste ? Chercher seul une réponse claire et simple à des problèmes mondiaux et complexes est bien sûr voué à l'échec. Les grandes idéologies du XXe siècle ont tenté de le faire et ont échoué. Jean-François Lyotard nous explique qu'au contraire, la postmodernité se caractérise par une désillusion dans les récits totalisants,
des récits qui tenteraient de faire entrer le monde dans des boîtes bien rangées. En tant qu'universitaires, nous devons savoir reconnaître que les sciences et technologies sont en grande partie responsables de ces modèles mentaux. Selon Thomas Kuhn, la majeure partie du travail d'un scientifique, ce n'est pas de trouver de nouvelles théories, mais de chercher de nouveaux problèmes auxquels appliquer nos théories. Autrement dit, de faire entrer le monde dans nos boîtes conceptuelles, d'absorber le monde tant matériellement que dans nos connaissances. C'est bien sur ces bases conceptuelles que s'établissent les sciences modernes. Devenir maître et possesseur de la nature, tout contrôler, anticiper, pallier ou encore substituer. Pour citer François Jarige, la modernité se caractérise par l'aspiration au dépassement de toutes les limites, par l'agrandissement incessant de l'espace des possibles, à travers l'appropriation croissante du monde par la technique. Or, c'est ce projet lui-même qui est désormais entré en crise avec la reconnaissance des limites physiques du globe et de la finitude du temps. Alors peut-être serait-il temps de changer de stratégie. Peut-être n'est-ce pas le monde qui est à transformer, peut-être est-ce notre perception du monde, nos modèles mentaux collectifs, nos paradigmes. Un changement de paradigme, c'est un changement profond dans les croyances, les valeurs, les visions du monde d'une communauté ou d'une organisation. Quelques exemples: entreprises, laboratoires, industries, universités, facultés, écoles et hautes écoles, collectivités, institutions, systèmes de gouvernance, ASBL, ONG, quartiers et même mouvements sociaux. Toutes ces formes d'organisation sont susceptibles d'accueillir un changement de paradigme. Dans le monde VUCA, la question qui se pose pour les organisations est celle de la gestion du changement organisationnel. L'adaptabilité, la prise de décision, même ambitieuse, la résilience, la robustesse, etc. Ces caractéristiques prennent un sens particulier dans le cadre des crises sociales et écologiques actuelles, amenées à devenir de plus en plus intenses et de plus en plus fréquentes. Qui sait de quoi demain sera fait, mais pourvu que nous puissions continuer à nous organiser pour faire société. Merci François de nous avoir éclairés avec les résultats de tes recherches, celles portant sur l'intégration des enjeux socio-écologiques dans les formations. Pour faire face au monde VUCA que tu nous as décrit, nous sommes donc amenés à changer de paradigme. La belle affaire. S'engager dans un changement de paradigme, c'est inévitablement un grand bouleversement. C'est en effet partir à l'aventure, y aller nécessairement avec tout notre être, notre tête, notre cœur, notre corps. Et en termes de sortie de zone de confort, on ne peut imaginer mieux. Potentielle panique à bord, avec une myriade de questions qui nous assaillent. À quoi cela correspond-il? Comment cela va-t-il se passer? Qu'est-ce qui va changer pour moi? Par où commencer? Mais soyons sereins. Des pionniers, collectifs, organisations, universités ou entreprises se sont déjà mis en route, ont déjà expérimenté ce changement de paradigme. Ils nous ouvrent ainsi des voies, nous montrent le chemin. Et nous pouvons donc profiter de leur retour d'expérience pour nous alimenter, nous rassurer, nous enthousiasmer à l'idée de nous engager. Parmi ces pionniers, des entreprises avant-gardistes se développant sur base de nouveaux modèles économiques, régénératifs et distributifs, tels que les perma-entreprises, les entreprises à mission, les entreprises régénératives. Parmi ces pionniers également, des communautés de dirigeants d'entreprises se réunissant pour progresser ensemble sur des questions des modèles organisationnels et de gouvernance, sur les modèles entrepreneuriaux ou encore sur notre rapport à l'argent. Je pense ainsi, toute proche de nous, dans l'écosystème wallon, à la communauté des entreprises en marche de l'Union wallonne des entreprises, à celle des entre-donneurs de la coopérative OpenFlow ou encore aux acteurs de Corporate Regeneration. Parmi ces pionniers encore, des institutions académiques telles que l'Université de Lausanne ou encore le campus de la transition à Paris, qui proposent de nouvelles manières d'enseigner et d'apprendre, de chercher, de transmettre et de s'engager dans la société. Le constat est clair, le mouvement est enclenché. Le monde de demain sera profondément différent de celui d'aujourd'hui. Il n'y a plus aucun doute. Les pionniers sont connus, d'autres leur embrayent le pas. Les réseaux se créent, de nouvelles structures se construisent et de nouveaux mécènes apparaissent. La question n'est donc plus de savoir si le changement de paradigme aura lieu, mais bien quand il sera pleinement déployé. Vivre cette transformation pour une organisation, un collectif, c'est avant tout expérimenter un processus,
Un processus symbolisé par la lettre U, composé d'une phase descendante d'abord, ascendante ensuite, et dont les bases théoriques ont été posées par Otto Scharmer. Ce U, c'est donc le processus que ces organisations pionnières ont vécu. La phase descendante est relative à l'observation et à la déconstruction. Par cette observation profonde, ces pionniers ont compris que les modèles socio-économiques actuels ne sont plus viables, que les impacts sur les écosystèmes humains et naturels sont délétères, qu'il est temps d'arrêter de se raconter des histoires, qu'une approche linéaire et volumique du progrès conduit à une impasse. Ils ont également fait le constat que l'engouement vient à manquer en nous et au sein de nos organisations, souvent à bout de souffle. Constat aussi que l'énergie d'action s'étiole. Cette phase d'observation profonde les conduit alors dans le bas du U, une zone de calme et de quiétude les amenant à pleinement reconnaître la nécessaire fin d'un monde et l'indispensable bascule vers une autre réalité. Prenant ainsi également conscience qu'ils peuvent se lancer et faire partie de la solution. La porte est alors ouverte sur la phase ascendante, phase où chaque membre du collectif peut s'engager pleinement dans l'aventure. D'abord en osant expérimenter, en vue de tester et construire de nouveaux possibles. Ensuite, en partageant les nouveaux vécus, les nouvelles réalisations, en vue de les cristalliser. Enfin, en identifiant les leçons apprises lors de cette aventure et devenir des organisations dites apprenantes et alimenter ainsi la dynamique de co-création continue. Ce cheminement ascendant est donc une expérimentation, un apprentissage collectif, où chacun trouve sa juste place en fonction de ses aptitudes, ses besoins, ses envies. Un cheminement où il convient de laisser ouvert son esprit, son cœur et sa volonté, afin de permettre au futur émergent, celui qui nous attend, d'advenir. Ces pionniers ont ainsi opéré une bascule pour laquelle je vous propose de mettre en lumière 3 éléments clés. 1. La reconnexion à soi, aux autres et à la nature. En bref, un amour profond pour la vie. Se reconnecter en soi, en écoutant notre voix intérieure, en étant attentif à notre besoin de sens, d'existence, de douceur, à notre besoin de laisser émerger la joie, l'intuition, la créativité. Se reconnecter aux autres, en développant l'écoute et l'empathie, en imaginant de nouvelles formes d'interaction sociale favorisant l'intelligence collective. Se reconnecter à la nature, en s'émerveillant de ce qu'elle est, de sa puissance créatrice et en prenant soin. Et pour cela, se donner du temps, ralentir de façon à ce que ces reconnexions soient profondes et authentiques. 2. L'audace. Audace de sortir des sentiers battus, de faire autrement. Audace de renoncer à faire toujours plus. Audace d'intégrer les limites planétaires plutôt que de continuer à faire comme avant, comme toujours, même durablement. Audace de désobéir aux normes, dont celle de la performance, et audace d'en cultiver d'autres, dont celle de la coopération et de la robustesse, chère à Olivier Hamon. Audace donc de penser, d'agir, de décider, d'être et de vivre autrement. Et audace aussi du nécessaire risque pour apprendre, pour sortir du conventionnel et permettre au nouveau d'advenir. 3. Des nouveaux outils. D'abord une boussole pour naviguer dans ce nouveau monde. La définition d'une raison d'être ou encore l'utilisation de piliers ou lignes de conduite apparaissent comme autant de boussoles possibles permettant de nous orienter dans un monde qui se construit tout en avançant. À cela s'ajoute l'utilisation de nouveaux indicateurs, tels que ceux repris dans le modèle du donut de Keith Raworth, parce que construire un monde nouveau nécessite indéniablement de nouveaux outils de mesure et de prise de décision. Au final, on observe que le temps juste, le temps long, l'intuition, la créativité, l'invention, la coopération sont devenus la norme de ces pionniers pour avancer. Se réinventer en continu est devenu leur art de vivre. Ils vivent par ailleurs une belle aventure humaine, faite de rencontres et d'excitation de participer à la construction de quelque chose de nouveau. En ce sens, vivre et profiter du chemin apporte plus que d'atteindre la destination.
Et en prenant soin des écosystèmes humains et naturels, ils deviennent robustes, capables de maintenir leur système stable et viable malgré les fluctuations. Que rêver de mieux finalement ? En tant qu'institution d'enseignement et de recherche, face à ce mouvement de changement de paradigme en cours, il nous revient le devoir de créer les conditions nécessaires à son émergence. Comme le dit Saint-Exupéry, l'avenir, tu n'as pas à le prévoir, mais à le permettre. Il nous revient ainsi le devoir de montrer l'exemple, faire partie des précurseurs de ce mouvement sociétal. Nous sommes donc aujourd'hui plus que jamais invités à vivre ce processus de transformation et à nous lancer dans l'aventure humaine qu'il représente. Invités à faire ce cheminement intérieur au sein de nos organisations et nos collectifs, mais aussi et avant tout individuellement à l'intérieur de nous-mêmes. Et vous, qu'en pensez-vous ? Un nouveau monde est à inventer, y compris dans nos institutions. Nul besoin d'attendre les catastrophes ou les décrets. Quand y allons-nous ? Nous sommes tous capables d'être acteurs du changement, capables de cultiver la reconnexion à soi, aux autres, à la nature, de cultiver l'amour, l'audace, la coopération. Si ce n'est pas nous, c'est qui ? Osons donc ralentir, osons prendre le temps nécessaire pour laisser émerger la vie qui est en nous et entre nous, cette vie qui alimente la créativité et l'intelligence collective. Osons expérimenter, osons faire autrement, osons nous définir de nouveaux indicateurs, de nouvelles boussoles, osons accueillir le non conventionnel. Et vous les jeunes, osez nous interpeller, nous bousculer quand nous traînons en route, en difficulté dans la déconstruction de nos croyances. Osez dire non, stop, quand vous sentez que ce que nous proposons ne convient pas. Sentez-vous légitime de définir des nouvelles balises, de poser les fondations pour votre génération et les générations futures. Vous en avez la liberté et le pouvoir. Pour terminer, François et moi, nous nous réjouissons d'être parmi la jeunesse mise à l'honneur ce soir, en grande partie féminine, soulignons-le. Merci à cette belle jeunesse qui, avec tout ce qu'elle véhicule de vie et de créativité, vient nous inspirer encore plus particulièrement ce soir. Encore bravo à elle. Merci à vous deux pour cette carte blanche inspirante. Merci beaucoup. Alors dans quelques instants, on va accueillir les premiers primés de cette édition 2024 des ERA Awards. Ils viendront par petits groupes, je vous le disais tout à l'heure. Mais ce soir, on a aussi envie de mettre en lumière nos partenaires, des partenaires de longue date, d'autres qui sont arrivés dans l'aventure plus récemment. Il y a de nombreux partenaires qui ont été réunis en septembre dernier par Technor, qui est partenaire fidèle du ERA Award en Sustainable Engineering et qui vient de renouveler son soutien d'ailleurs. Merci beaucoup à eux. Alors dans cette vidéo, vous allez découvrir aussi des représentants de Cosucra, de la banque Triodos ainsi que du fonds Albert Vanet qui ont également renouvelé leur soutien. Regardez. Le fait de soutenir les ERA Awards, c'est de justement encourager les jeunes chercheurs à développer des nouvelles solutions, des solutions plus durables pour le futur, et ce, tous secteurs confondus. Et en même temps, c'est un moyen de réseautage, de côtoyer d'autres entreprises qui ont un peu un même mindset au niveau du développement durable. Nous faisons face tous ensemble à un défi et une transition nécessaire de notre système alimentaire. Voilà, on trouve ça très important de soutenir les jeunes hommes et les jeunes femmes qui choisissent de se développer dans cette direction et de continuer à nous aider à progresser vers une société plus juste et un système alimentaire plus soucieux de la nature et de l'environnement.
Ça nous apporte un lien avec la jeunesse déjà, un lien avec des nouvelles idées et puis pourquoi pas d'avoir de nouveaux collègues au sein de l'entreprise. C'est l'occasion aussi de découvrir des angles un peu différents auxquels on ne pense pas forcément quand on est le nez dans le guidon. Et on espère bien en tout cas que toutes ces idées nouvelles, innovatrices, trouvent des développements. On rencontre énormément de gens, on rencontre des concepteurs d'idées, des créateurs, des financeurs, des partenaires, des entreprises. Et donc on est très honorés de faire partie de ce groupe. Voilà, merci à nos partenaires fidèles qui ont renouvelé leur soutien cette année. Cosucra qui était représenté par Heidi Jacobs, la Banque Triodos par Thomas Van Kraan, Technor par Philippe Foucard et le Fonds Albert Vanet par Laura Beltram. Il est temps à présent d'accueillir une première salve de primés. Tous ces jeunes qu'on va entendre ce soir et qui, à travers leur thèse ou leur mémoire de master, eh bien, ont adopté cette approche systémique à 360 degrés. Alors, ils vont témoigner avec nous du pourquoi du choix de leur sujet, de leur aventure au sein des ERA Awards, ou pourquoi pas nous dire en quoi leur engagement se poursuit aujourd'hui dans leur vie professionnelle ou leur éventuelle vie de doctorant ou de doctorante, puisque c'est le cas pour un tiers d'entre eux, comme le disait Benoît tout à l'heure. Alors, pour ce premier focus, j'accueille Amandine Bodanguien, Mathieu Liénard, Pauline Droulet, Salomé Charles, Marie Scoyer, Juliette Van Nipperzeel et Solène Nguyen Vienne. Venez, venez, bonsoir à tous, on peut vous applaudir. Installez-vous. Alors on va partager quelques petits mots ensemble et je vais essayer de vous trouver peut-être un deuxième micro. Je pense que ce sera plus facile, hein. On va essayer qu'il ne fasse pas trop de bruit. On va tenter l'aventure. Alors l'idée, c'est d'échanger quelques mots, de nous rappeler peut-être le sujet de votre mémoire de master. Alors on va tenter celui-là, j'espère que ça va fonctionner. Comme ça, en quelques mots, on sait sur quoi vous avez travaillé. Et puis de nous dire ce que vous souhaitez que les gens retiennent de votre travail. Alors on commence avec toi, Amandine. Bonsoir, ça marche. Ça marche ? Oui, ça marche. Du coup, j'ai travaillé dans mon mémoire de fin d'études sur la thématique du réemploi en analysant jusqu'où il est possible de pousser les matériaux de réemploi dans une construction neuve et d'analyser aussi le bénéfice environnemental qui en découle. Parce que même si on se doute que le réemploi est favorable pour l'impact environnemental, on n'avait pas encore de recherche qui quantifie réellement cet impact. Du coup, ce que je retiens de mon travail... Ou ce que tu as envie que les gens retiennent. Oui, voilà, tout à fait. C'est qu'il est possible de diminuer de plus de la moitié l'impact environnemental d'une construction grâce à l'intégration d'éléments de réemploi pour un taux en volume plus ou moins équivalent. Et enfin, pour ne pas faire leur pub, mais un peu quand même, j'aimerais que les personnes gardent à l'esprit pour leurs futurs travaux de construction, de rénovation, ameublement ou autres, les différentes plateformes qui revendent des matériaux de réemploi, tels que Rotor DC, Corner Mats ou encore l'annuaire Opalis qui énumère, entre autres, différents revendeurs de matériaux, aussi bien en Belgique qu'à l'échelle de l'Europe. Vous avez noté ? Voilà, merci beaucoup Amandine. Mathieu Liénard, dis-nous en quelques mots sur quoi tu as travaillé dans ton mémoire de master. Alors moi j'ai travaillé sur le droit des générations futures, tout à fait dans un thème. Et pour travailler sur ce mémoire, j'ai dû penser de manière tout à fait innovante et créative parce que c'est pas un sujet qui est énormément traité. Et j'aimerais que les gens retiennent de ce mémoire un vrai message d'espoir parce que les intérêts des générations futures commencent vraiment à intégrer de plus en plus notre ordre juridique, que ce soit dans la rédaction des lois ou bien dans les décisions de la jurisprudence. Et un autre élément qui me tient quand même à cœur, c'est une analogie que j'ai pu faire entre l'intérêt supérieur de l'enfant et le droit des générations futures, parce qu'au final, les enfants sont les premiers représentants des générations futures, à mon sens.
C'est vrai, merci. Merci Mathieu. Et bravo pour ce travail. Pauline, 2 petits mots sur l'objet de ce mémoire et puis ce que toi, tu en as retenu ou ce que tu as envie de transmettre. Alors, moi j'ai travaillé sur l'hospitalité de la ville à travers l'accès à l'hygiène du corps. Donc concrètement, comment on se lave en ville aujourd'hui lorsqu'on est hors de chez soi ou lorsqu'on n'a pas de chez soi. Et donc ce que je retiendrai d'abord, ce serait la nécessité des lieux publics. Donc par public, j'entends ouvert et accessible pour tous, donc aussi gratuit. La nécessité de ces lieux pour qu'on puisse tous en fait accéder à nos droits fondamentaux d'être humain, donc l'hygiène, l'intimité, etc. De vraiment relancer ces questions d'hygiène dans le débat public, dans les politiques urbaines. Et en second temps, je retiendrai aussi qu'en fait, quand on part des vulnérabilités, quand on pense la ville à travers les personnes les plus vulnérables, donc par exemple les personnes qui vivent à la rue, on peut vraiment trouver des solutions pour tout le monde et repenser la ville pour tous, pour des villes plus humaines et plus accueillantes. Merci. Merci Pauline. Salomé, un petit mot sur l'objet de ton travail et puis ce que tu as envie de transmettre. Oui, alors j'ai fait un travail qui portait sur la désobéissance civile dans le contexte juridique belge. Et ce qui m'a le plus marqué lorsque je faisais mes recherches et que j'écrivais ce travail, c'est la grande complexité de cette forme de désobéissance et ses nombreuses facettes. Parce que la désobéissance civile a en fait beaucoup d'implications, tant sociologiques, politiques, philosophiques, mais aussi juridiques, comme je le développe dans mon travail. Et c'est en fait cette complexité que j'ai envie qu'on retienne de mon étude. Et surtout, je voulais conscientiser les citoyens, mais aussi les politiques, au fait que la désobéissance civile n'est pas en soi légitime ou illégitime. Elle dépend de beaucoup de facteurs et est assez subjective. C'est d'ailleurs pour ça que le sujet est aussi polarisant. Donc voilà, je voulais surtout faire réfléchir, susciter des questions et peut-être ouvrir quelques esprits. Merci. Tu donnes envie d'en savoir plus en tout cas. Merci Salomé. Marie, l'objet de ton travail en quelques mots et puis ce que tu en retiens ou ce que tu voudrais que les autres en retiennent. Durant mon mémoire, j'ai travaillé sur l'engagement des universités dans la durabilité à travers l'économie circulaire. Ce que j'aimerais qu'on retienne de mon mémoire, c'est que c'est un travail exploratoire qui permet de susciter une réflexion, de partager et d'inspirer grâce à des démarches et des bonnes pratiques durables et également qui sert à positionner ces démarches dans un contexte d'économie circulaire. Alors, mon travail il s'implante dans un contexte de campus et d'université, mais en réalité, il pourrait aussi s'adapter au secteur tertiaire. Et donc, je finirai par dire que j'aimerais que grâce à ce travail, les universités, les entreprises et les autres organisations puissent se rendre compte qu'en fait, elles ont un rôle moteur dans la transition écologique et qu'elles puissent commencer à établir une dynamique d'action pour lutter contre le triangle de l'inaction. Merci. Merci Marie. Juliette, eh bien pareil, un petit mot sur ce mémoire. Est-ce que tu as envie de transmettre à travers lui ? Donc mon mémoire, il portait sur le partage qu'opère le droit social, donc le droit de la sécurité sociale et le droit du travail, entre le paradigme productiviste et le paradigme post-productiviste. Et le paradigme productiviste, comment je l'ai défini, c'est cet impératif de recherche constante de l'augmentation de toutes les productions confondues. Et donc c'était de voir, dans un premier temps, quel partage opère plus précisément le droit de l'assurance chômage entre le paradigme productiviste et le paradigme post-productiviste, et puis ensuite de proposer des pistes d'action concrètes pour transiter du paradigme productiviste vers le paradigme post-productiviste. Et ce que je voudrais qu'on retienne, enfin ce que je retiens et ce que je voudrais qu'on retienne de mon mémoire, c'est que l'analyse systématique du cadre juridique existant permet déjà de déceler des utopies latentes, c'est-à-dire des exceptions au paradigme dominant productiviste qui existent déjà et à partir desquelles il est possible de formuler des possibilités objectivement réelles d'affranchir le droit social, le travail du productivisme. Merci Juliette. Et enfin Solène, un petit mot sur ce travail et ce que tu en as retenu.
Bonjour à tous et à toutes. Alors moi, dans mon mémoire, j'ai travaillé sur la question de la prospérité du maraîchage dans un contexte de raréfaction de l'eau liée au changement climatique. J'ai pu mettre en évidence que les besoins en eau d'irrigation du maraîchage en plein champ, ils vont conséquemment augmenter et que cela sera palpable à l'échelle d'une vie humaine. Et donc je retiens qu'au vu de mes résultats et du contexte actuel, le maintien et le développement des fermes maraîchères est un sacré challenge. Pourtant, le maraîchage, c'est une agriculture qui permet de répondre aux doubles critères, à la fois de santé humaine et environnementale. Je souhaite donc transmettre ce soir le besoin urgent de soutenir des agricultures qui participent à l'habitabilité de la terre, humaine et non humaine, et qu'ainsi des moyens tangibles soient déployés dans l'accompagnement de la transition agroécologique. Merci. Merci Solène, merci à vous tous. Et à mon avis, Solène, tu peux peut-être laisser le micro, oui, là ou sur la chaise, comme tu veux. Merci et encore bravo à vous. Alors, à l'occasion des 25 ans de la Fondation, puisque c'est aussi ça qu'on célèbre ce soir, on a voulu vous proposer 2 petites vidéos, 2 petits regards dans le rétroviseur. On va faire un premier saut dans le temps pour commencer et on va mettre en lumière d'anciens primés dont l'engagement pour le développement durable s'est prolongé dans leur institution. Alors, dans cette première vidéo spéciale 25 ans, on va découvrir quelques portraits de ces anciens primés qui sont devenus chercheurs et chercheuses. L'un est doctorant et les 2 autres sont professeurs. On va écouter Louis Gollard, primé du ERA Award en Sustainable IT en 2022, Christine Frison, primée du ERA Award Doctoral Thesis Award en 2019 et Colline Ruet, primée du ERA Doctoral Thesis Award en 2013. On les écoute. J'étais lauréate des ERA Awards en 2013 sur une thèse qui portait sur la démocratisation du processus d'élaboration d'une norme en matière de responsabilité sociétale des organisations. En 2022, j'ai reçu le ERA Awards Sustainable IT pour mon mémoire à l'École polytechnique de Louvain qui portait sur l'évaluation de la consommation énergétique et de l'empreinte carbone des réseaux de communication sans fil. J'ai été primée par les ERA Awards en 2019 pour ma thèse de doctorat qui portait sur le droit international de l'agrobiodiversité. J'y ai analysé les droits des paysans, la souveraineté alimentaire, le droit des semences. Le fait de recevoir un ERA Award, ça a tout d'abord été une forme de reconnaissance qui mettait aussi en avant le fait que mon sujet de recherche était important et légitime. Et ensuite, ça a été aussi l'occasion de diffuser plus largement les résultats de ma recherche et de discuter avec d'autres chercheurs qui utilisaient également une vision plus systémique dans leurs questions de recherche. Je pense que la vision systémique, elle doit être complétée, notamment donc en remettant vraiment les acteurs au centre et aussi en se rendant compte qu'en fait, on ne maîtrise pas tout, on est sans cesse en train de découvrir des nouvelles choses et donc on ne peut pas avoir une vision complète en fait. Donc on est sans cesse en train d'apprendre et donc de rester l'esprit ouvert. Et c'est vrai que la question de l'interdisciplinarité, elle est vraiment au cœur de mon ADN de recherche depuis le début. Moi, le côté systémique dans la recherche ne m'a jamais quitté. C'est quelque chose que j'ai mis en place presque spontanément dans mon travail de thèse. Et aujourd'hui, je transmets ça, que ce soit à mon équipe de recherche avec mon nouveau projet de recherche ou à mes étudiants dans le cadre de mes enseignements. En 2022, j'ai commencé une thèse qui vise à proposer des stratégies d'amélioration des réseaux de communication mobiles afin de réduire leur impact environnemental total, donc au niveau d'un pays par exemple, tout en continuant à proposer un service de qualité aux utilisateurs.
J'ai cofondé le réseau Prof en Transition à la suite d'une recherche sur les dimensions subjectives et culturelles de la transition. Donc l'idée, c'était vraiment de rassembler une communauté apprenante autour de ces questions. Et depuis le lancement du réseau, je suis co-coordinatrice, on est plusieurs, de ce réseau. Aujourd'hui, je lance un nouveau projet de recherche financé par l'Union européenne intitulé « Décoloniser le droit international de la biodiversité agricole » avec des collègues et des communautés paysannes en Bolivie, en Afrique du Sud et en Inde. On va pouvoir mettre en place cette vision systémique à 360 degrés pour définir et identifier des façons de mieux conserver la biodiversité agricole. Je suis membre de 1G en Transition et 1G en Transition, c'est un collectif de chercheurs qui s'est créé de manière spontanée et qui a pour but de proposer aux étudiants un espace de discussion et de réflexion et d'échange sur le rôle et la place de l'ingénieur dans un monde en transition. Alors une petite suggestion pour la Fondation pour les générations futures dans 25 ans. Pourquoi pas renommer la Fondation en la Fondation pour les futurs ancêtres, avec l'idée de pouvoir devenir des ancêtres pour les générations présentes et les générations futures. Donc avec la question, mais finalement, quel type d'ancêtre est-ce qu'on veut être de par notre action dans le présent? Dans 25 ans, je crois que le plus grand cadeau qu'on pourra fêter pour les 50 ans de la Fondation pour les générations futures, ce sera peut-être de signer son arrêt de mort, puisqu'on n'aura plus besoin d'elle. Puisque l'ensemble des travaux en développement durable, ces visions systémiques à 360 degrés, seront imprégnés, feront partie de la normalité du travail académique. C'est un honneur de représenter les différents primés à l'occasion des 25 ans de la Fondation pour les générations futures. Et j'espère que ça vous donnera envie d'aller découvrir les différents travaux qui ont été primés depuis 25 ans et également les nouveaux primés de cette année. Bravo à tous les trois et Benoît, il y a déjà plein d'idées pour la suite. On en reparlera. Je vous propose d'accueillir deux nouveaux primés de cette édition 2024. J'appelle Roxane Degré, Antoine Mincier, Juliette Baps, Manon Wagner, Adrien Berlandi et Mathilde Victor. Venez, venez, soyez les bienvenus. Voilà, prenez place. Bonsoir, bonsoir. Voilà, tout le monde est là. Peut-être qu'on peut redémarrer au bout, non? Roxane, tu voudrais pas redémarrer? Si. Voilà, Roxane, la parole est à toi. J'imagine que c'est allumé. Voilà. Tout va bien, on est connectés. Alors, Roxane, dis-nous en quelques mots en quoi a consisté évidemment ton mémoire et pourquoi est-ce que tu as choisi précisément ce sujet-là? Alors, j'ai travaillé sur les émotions des femmes cyclistes à Bruxelles. J'ai voulu réunir deux sujets qui m'animent particulièrement dans ma vie de tous les jours, parce que je suis cycliste régulière à Bruxelles et que plus personnellement, je lutte contre les inégalités de genre à mon échelle. Et j'ai voulu le faire d'une manière un peu innovante. Du coup, je me suis intéressée aux émotions dans les moyens de transport, parce que encore aujourd'hui, les moyens de transport, on les voit par le prisme de la performance et de l'efficacité. On veut se déplacer le plus vite possible et de manière la plus courte, le chemin qui va nous faire perdre le moins de temps, mais on pense jamais aux expériences que ça nous procure. Et donc moi j'ai voulu savoir en fait pourquoi les femmes elles font du vélo et qu'est-ce qu'elles ressentent quand elles roulent. Et j'ai compilé tout ça dans un épisode de podcast que j'ai créé et mixé moi-même, qui est disponible sur Spotify, voilà, et sur d'autres plateformes. Il s'appelle Le Cœur à vélo. Okay. C'est la première fois que je peux faire de la pub avec autant de monde, donc j'en profite. Voilà.
Merci beaucoup. Le cœur à vélo. Et un petit mot alors sur ce que tu as découvert à travers ce travail-là, sur les émotions des femmes cyclistes à Bruxelles, ça m'intéresse. Enfin, Oui. j'imagine que je ne suis pas la seule. Alors elles étaient toutes tout à fait d'accord pour dire que le vélo leur apporte une grande liberté et une grande indépendance dans leur transport et dans leur vie de tous les jours. Et elles ressentent énormément d'énergie et de sensations positives jusqu'à temps que les aménagements sont favorables à ça. Donc voilà, c'est un petit coup de pouce aussi pour le politique à développer encore plus les aménagements, mais aussi un réel espoir que les femmes se sentent capables en fait, de se mettre à vélo, parce que c'est vraiment ça le coup de pouce qu'il faut donner. Merci, merci Roxane, bravo. Merci. Antoine, un petit mot sur ton sujet et pourquoi ce choix-là? Alors, au sein de mon mémoire, j'ai pu aborder la notion de frugalité en architecture, donc c'est-à-dire comment peut-on construire plus durablement le monde de demain, tout en réduisant donc l'empreinte carbone du bâtiment, en utilisant moins de ressources, moins d'énergie et moins de matériaux. Ce sujet donc découle d'un constat personnel où j'ai pu remarquer que le secteur du bâtiment avait une forte empreinte carbone. Et aujourd'hui, c'est plus de 40% des émissions de CO2 que rejette ce secteur. Donc paradoxalement à ça, les constructions sont toujours en hausse, et cela en dehors des villes, notamment dans les campagnes où les terres agricoles reculent. Ce sujet donc, qui me tient à cœur, car c'est d'abord des convictions personnelles. En tant qu'architecte, j'étais et je suis toujours persuadé que l'avenir du bâtiment ne réside pas dans la construction, mais plutôt dans la réutilisation et la réhabilitation. La frugalité est donc pour moi un renouveau de l'architecture, car elle ne pose plus la question de que peut-on construire, mais plutôt que peut-on faire avec ce qui existe déjà. Merci, merci Antoine. Alors Juliette, quel était ton sujet et pourquoi est-ce qu'il te tenait à cœur? Mon mémoire portait sur 2 directives de l'Union européenne, donc l'une sur le reporting de durabilité et l'autre sur le devoir de vigilance, et le ressenti des entreprises de l'industrie alimentaire à leur égard et les pratiques qu'elles mettaient en œuvre pour s'y conformer. Et ce sujet me tenait à cœur car l'Union européenne adopte de plus en plus de textes législatifs pour aller vers plus de durabilité, et bien sûr c'est très positif. Mais j'avais envie d'avoir aussi l'opinion de l'autre côté, des entreprises qui sont soumises à beaucoup plus d'obligations. Quant au choix du secteur, donc de l'industrie alimentaire, c'est un secteur crucial du point de vue des questions de durabilité, puisqu'il émet un tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre, et est aussi porteur de beaucoup de préoccupations sociales. Mais de l'autre côté, c'est un secteur très important pour l'économie belge, et c'est un secteur dont on a besoin tous les jours. Merci beaucoup Juliette. Manon, un petit mot sur ton sujet et comment tu as été amenée à le choisir. Donc moi, j'ai travaillé sur un appareil orthopédique pour les patients hémiplégiques qui souffrent de douleurs au niveau de l'épaule. Et moi, si je suis devenue designer, c'est parce que je voulais avoir un impact, pouvoir avoir vraiment du sens dans mon travail et voir concrètement ce que je pouvais amener. C'est dans le thème aussi. Et de ce fait, j'avais aussi un attrait pour le design médical, pour l'étude du corps humain. Et donc, assez naturellement, je suis allée vers l'orthopédie parce que ça me permettait de concevoir un objet pour le corps humain, et principalement en revalidation neurologique. Et donc, c'était plutôt une bonne décision parce que ça m'a permis de vraiment faire une co-conception avec les patients, ce qui était super important pour moi, et je les ai vraiment réimpliqués dans ce processus-là, et c'était super important pour moi de donner à des personnes qui avaient souvent perdu le choix dans leur vie de tous les jours, de retrouver du choix dans la conception d'un appareil pour eux. J'ai pu être témoin direct de l'impact positif que ça a eu sur leur vie, donc voilà. Magnifique, merci. Adrien, venons-en à ton sujet et pourquoi tu l'as choisi. Alors mon sujet questionne l'éco-responsabilité au cinéma, de l'écriture d'un film à sa réalisation. Et pourquoi j'ai choisi ce sujet je crois que j'ai rencontré la délégation des îles Fidji à la COP23 en 2017, qui sont l'une des premières îles victimes du dérèglement climatique.
les premières victimes et les moins responsables. Et donc, au travers de mon mémoire, j'ai voulu justement que notre secteur, qui est un des derniers à agir dans sa transition, puisse prendre ses propres responsabilités, puisque questionner l'éco-responsabilité au cinéma, c'est questionner la société dans laquelle on veut vivre, et en ce sens, c'est un véritable choix de société. Et donc, du coup, prendre ses responsabilités, c'était essentiel pour moi. Et tu as fait des propositions concrètes ? Oui, tout à fait. Par exemple, revoir les logiques de pouvoir, mutualiser les transports et nos savoirs, pouvoir permettre de questionner la sobriété à chaque étape de l'élaboration d'un film, parce qu'on doit être neutre en carbone en 2050 et ça impose de revoir structurellement nos pratiques et en profiter pour aussi aborder des questions de justice sociale, de décolonialisme, de féminisme, pour pouvoir globalement penser le monde de demain qui soit souhaitable et désirable. Bravo Adrien, merci. Et enfin Mathilde, on va rester un petit peu loin, un petit mot de ton sujet et du pourquoi il te tenait à cœur. Pour l'instant ça va. Ça va ? Oui. Je peux encore parler. Alors moi j'ai travaillé sur les commissions délibératives bruxelloises, donc qui sont des commissions parlementaires mixtes, donc qui intègrent des citoyens bruxellois tirés au sort. Et en fait, il faut savoir que c'est une innovation à l'échelle mondiale, puisque c'est la première fois ce qui est en fait un outil de démocratie participative et délibérative, est institutionnalisé, c'est-à-dire intégré au Parlement, qui est l'institution typique, par contre, de la démocratie représentative. Et pourquoi j'ai choisi de travailler sur ce sujet ? En fait, j'ai toujours été tout simplement intéressée par les enjeux de la démocratie, que ce soit en droit ou en sciences politiques. Et dans le cadre d'un cours de droit public, j'ai découvert cet outil qui était en cours de création en 2021. Et une rencontre en allant une autre, j'ai eu l'occasion de faire un super stage, puisque j'ai eu l'occasion de suivre la 3e mise en œuvre, en fait, la 3e commission délibérative bruxelloise, qui avait pour thème le rôle des citoyens en temps de crise post-Covid. Et donc j'ai pu rencontrer tous les acteurs, donc suivre toutes les étapes, même celles à huis clos, et rencontrer tous les acteurs parlementaires et citoyens de cette commission et récolter toutes les données pour mon mémoire. Et du coup, voilà. Génial, merci, bravo. Merci. Bravo à vous toutes et tous, merci beaucoup. Et je vous propose, sans transition, je pense que si vous repartez par là, vous êtes venus, il n'y aura pas de choc avec les suivants, parce qu'on va passer directement à notre 3e moment focus. J'appelle cette fois Lucas Priels, Zoé Marlier, Coralie Meulart, Larissa Romaris Peixoto et Norman van der Putten. Soyez les bienvenus. Venez, venez. Alors j'attends Lucas près de moi, voilà. Alors, Lucas, Zoé, Coralie, Larissa et Norman. Voilà, super, on y est. Voilà. Ben, Lucas, je vois que tu as le micro. Voilà, le moment du risque, c'est maintenant. Alors, il y a parmi vous 2 porteurs de thèse aussi. Donc, il y a mémoire et thèse. Alors, on va commencer avec toi. Évidemment, rappeler un petit peu le sujet là de ton mémoire en l'occurrence et de savoir ce que la démarche à 360 degrés t'a apporté et comment tu as choisi de l'intégrer en fait dans ce travail. Donc pour rappeler mon projet en 2 mots, c'était la conception d'un enregistreur vocal pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Donc c'est un enregistreur vocal mais qui a la particularité de déclencher les messages audio d'une manière automatique, soit en fonction de l'heure, soit en fonction de l'endroit où la personne se trouve. Et quel genre de message pour avoir une idée Par exemple, ça peut être quand la personne rentre dans sa cuisine autour de l'heure de midi, ça peut lui rappeler que c'est l'heure de manger ou de boire, ou bien mettre un message sur la porte d'entrée pour que quand la personne se rapproche de sa porte d'entrée pendant la nuit, ça lui rappelle que c'est pas l'heure de sortir et qu'il faut retourner dormir, par exemple. Okay. Super. Et alors la démarche à 360 degrés, comment est-ce que tu l'as intégrée dans ton travail ? Au début, c'était pas forcément évident parce que ça implique de prendre en compte des dimensions qui sont pas faciles à combiner parfois. Mais au final, je trouve que ça m'a apporté beaucoup. Par exemple, prendre en compte la dimension sociale, donc le people des 4P de la fondation, ça m'a permis de me rendre compte de l'importance que le dispositif soit vraiment accessible à ces personnes, que ce soit en termes de prix d'achat, mais aussi en termes de facilité d'utilisation, parce que c'est quand même une technologie, donc ça doit être facile à utiliser pour ces personnes-là.
ou bien par exemple prendre en compte la dimension planète, donc l'environnement. Ça m'a permis de faire un produit qui est le plus respectueux possible de son environnement. Et la dimension participatory governance m'a permis aussi de prendre en compte les besoins et les envies des futurs utilisateurs à chaque étape du développement du produit. Et tu as pu le tester ? Il y a un prototype qui a été créé. Maintenant, je continue à travailler dessus avec 2 associés. On a créé une start-up par rapport à ça. Et on essaie de miniaturiser le dispositif pour pouvoir le tester dans des conditions réelles. Eh ben super, merci Lucas, bravo. Zoé, un petit mot sur ton sujet et puis cette démarche aussi à 360 degrés. Ok. Du coup, moi, j'ai travaillé sur la conciliation vie privée, vie professionnelle des administratrices de coopératives. Et mon mémoire a surtout mis en avant le fait qu'il y a une interdépendance en fait, entre les coopératives et le système, la société qui est patriarcale en fait, malgré les initiatives, les valeurs, les principes des coopératives en faveur de l'égalité. Ça a aussi permis de montrer l'importance de revaloriser et de dénaturaliser le travail domestique qui est invisible et beaucoup porté par les femmes. Et en ce qui concerne l'approche systémique, j'ai le sentiment qu'elle est venue assez naturellement, que ça a été un processus qui est arrivé avant le mémoire et qui a surtout été nourri par mon militantisme, féministe notamment, qui m'a permis de voir que tous les phénomènes sociaux étaient liés les uns aux autres finalement. Ça a été parfois difficile dans le sens où j'ai eu l'impression d'avoir un discours un peu qui exprimait des banalités, quelque chose qui était assez évident, ou au contraire que mon analyse n'était pas assez poussée. Mais finalement, je pense que c'est une manière d'avoir... c'est nécessaire parce que ça donne une image juste réelle des phénomènes sociaux, y compris des inégalités de genre, du coup, pour le coup. Et donc, je pense qu'on devrait tous et toutes avoir ces approches-là dans nos recherches. Voilà. Exactement, merci Zoé. Coralie, donc ton sujet, est-ce que tu as apporté peut-être aussi cette démarche systémique ? Alors moi j'ai réalisé ma thèse sur les changements de pratiques de consommation dans le secteur de l'habillement. Et avant de faire ma thèse, j'avais l'impression que si on consomme à l'heure actuelle comme on consomme, c'est un peu parce qu'on était tous de mauvaise foi. Et dans ce cas-là, avoir un enjeu de transition et œuvrer pour la transition, ça reviendrait finalement à se battre contre 8 milliards de consommateurs. En réalisant ma thèse, j'avais envie de comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé là. Pourquoi est-ce que les symboles d'accomplissement de la vie sont ceux plutôt liés à de la consommation ou à de la matérialité ? Et ça demande de se poser des questions qui sont bien plus larges et plus complexes que celles uniquement de ma thèse de pourquoi est-ce que c'est difficile de changer de pratique de consommation. Et donc, en abordant finalement cette question de manière systémique, ça permet de prendre en compte les enjeux socio-environnementaux dans leur complexité. Ça m'a permis de proposer une solution de bibliothèque élargie qui réponde à ces enjeux, qui apporte finalement une solution de consommation qui soit plus soutenable, mais qui aussi finalement permette de recréer du lien social. Et dans ce cas-là, œuvrer pour la transition, ça revient à créer des lieux de rassemblement, de partage pour tous les consommateurs. Et j'ai l'impression que c'est un projet qui est tout à fait porteur de sens et aussi tout à fait réalisable. Merci, bravo. Larissa, c'était également une thèse. Alors, quel était le sujet et un petit mot sur cette démarche aussi systémique ? Alors, moi, j'ai travaillé sur les processus de projet dans la transformation urbanistique des quartiers populaires et sur les conditions d'émergence d'un projet plus juste et qui prend réellement en compte les envies et les besoins et la parole, en tout cas, de la population qui y habite. En fait, en tant que praticienne, en tant qu'architecte praticienne et urbaniste, j'ai souvent observé et aussi pratiqué des projets de transformation de ces quartiers résidentiels avec une vision de performance énergétique des bâtiments, avec l'efficacité des transports, de la mobilité, le réseau de mobilité, l'efficacité de tout ça, c'est le mot la vision qui prime, on va dire, c'est l'efficacité. C'est aussi une vision d'économie de moyens, parce que souvent c'est porté par des pouvoirs publics. Bref, en tout cas, une vision qui est tout à fait dans les normes des projets architecturaux et urbanistiques que l'on connaît actuellement. Donc, la question environnementale, la question
économique, la question peut-être culturelle, avec une question patrimoniale qui était derrière, était prise en compte. Mais en travaillant sur ma thèse, je me suis rendu compte en fait que tout ce processus-là faisait fi de toute une série de questions qui faisaient que les quartiers tenaient en fait, et donc qui sont des questions liées à la gouvernance, qui sont des questions liées à l'humain, tout simplement. Les lieux qui font sens pour les habitants ne sont pas forcément les lieux que nous, on imagine en tant qu'architectes. Et donc, prendre en compte tout ça, c'est justement, on ne peut prendre en compte ces questions-là que si on a une vision systémique. Donc, c'est venu assez naturellement aussi, je pense. Bah, c'est super, merci et bravo, Larissa. Norman, eh bien, même question, un petit mot sur le sujet de la thèse et cette approche systémique. Oui, bonsoir. Moi, je me suis intéressé à la question des indicateurs qui a été mentionné ici durant la carte blanche. Donc, j'ai été regarder comment on concevait, comment on utilisait le produit intérieur brut, donc notre mesure de l'activité économique, de la croissance économique. Et puis, j'ai regardé comment on concevait et utilisait des nouveaux indicateurs sociaux, environnementaux qui émergent, des indicateurs post-croissentiels, pourrait-on dire. Et donc, moi, évidemment, cette démarche systémique, c'était le cœur du projet, c'est-à-dire c'était la question de savoir comment on mesure le progrès, finalement, comment on mesure notre économie, en tentant d'insérer véritablement des questions environnementales et sociales. Et puis, il y a la question démocratique derrière. Qui décide de ce qu'on mesure? Comment est-ce qu'on les utilise dans les politiques publiques, au jour le jour, dans les analyses d'impact, dans le chiffrage de priorités électorales, par exemple. Voilà. Alors, ça vient avec des défis, évidemment, d'essayer d'avoir une pensée systémique. C'est qu'on essaye d'avoir les différents aspects socio-environnementaux, économiques en tête, mais finalement tout de même devoir atterrir quelque part, de rester concret. Donc ça a été un défi. Mais ce que j'en retire, ceci dit, c'est l'importance de l'interdisciplinarité qui a été beaucoup évoquée ce soir, d'aller véritablement lire ce qu'écrivent des économistes, des personnes en études de durabilité, et c'est ça qui m'a le plus appris, je pense, durant ce parcours de thèse. Magnifique. Merci, Norman. Alors, il y a des places vides. Lucas Van Melderen devait être parmi nous, mais voilà, comme il n'a pas pu être là, il nous a laissé un petit message vidéo et je vous propose de le regarder tout de suite. Bonjour à tous. Mon mémoire avait pour objectif d'explorer une approche remettant en question notre notion du confort afin de favoriser des transformations plus durables de nos habitats. Cette approche se place un peu comme une alternative aux solutions hyper technicisées assez courantes de nos jours dans les bâtiments à basse consommation. Cette thématique m'a en fait naturellement guidé vers les 4 dimensions du développement durable. En réévaluant la notion de confort, mon travail a tout d'abord abordé la question essentielle du bien-être, plaçant donc l'humain au cœur de la réflexion. De là ont émergé spontanément les enjeux écologiques et économiques liés à la demande croissante en énergie nécessaire pour maintenir les standards de confort actuels. Bien que guider le lecteur à travers ces 4 dimensions sans être redondant soit un défi, je suis convaincu qu'adopter une approche holistique à 360 degrés, comme certains l'appellent, confère une véritable cohérence aux ouvrages. Voilà, certains comme nous l'appellent à 360 degrés. Merci à Lucas pour cette vidéo, merci et bravo à vous toutes et tous. Et on se retrouve un peu plus tard. Avant de retrouver un dernier groupe de primés, on va jeter un deuxième petit coup d'œil dans le rétroviseur à l'occasion des 25 ans de la Fondation pour les générations futures. Et on va retrouver en images 2 autres primés des ERA Awards dont le parcours et l'engagement en faveur du développement durable dans leur institution devraient vous inspirer. Alors, on va s'intéresser à l'engagement des institutions d'enseignement supérieur et de recherche avec le témoignage de Marc Laby, qui est un peu notre homme de la soirée. Premier primé donc ERA pour sa thèse de doctorat, on l'a évoqué, et également Lara van der Stickelen, lauréate du ERA Award en Sustainable Food System. C'était en 2021. On les regarde.
En 2021, j'ai été lauréate du prix ERA Awards Sustainable Food Systems pour un mémoire sur le rationnement alimentaire comme possible politique publique environnementale. Il y a 25 ans, j'ai été le premier lauréat du prix de thèse de la Fondation pour les générations futures. C'était une thèse sur le microcrédit et j'étais très heureux qu'elle soit primée. Les ERA Awards, ça m'a apporté pas mal de notoriété et aussi de légitimité au sein de mon travail et surtout pour la nouvelle fonction en fait, que je commençais à l'époque en tant que coordinatrice développement durable de la Haute École EFEC. Je crois que la spécificité de la Fondation et ce qui a évolué en 25 ans, c'est le fait qu'en diversifiant les prix, elle a pu montrer que cette approche à 360 degrés qui lui est si chère trouve sa légitimité dans l'ensemble des domaines de la société. Donc effectivement, la décroissance, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi éthiquement. C'est ce qui me ressemble le plus dans les modèles théoriques sur le développement durable. Je pense que c'est tout à fait combinable avec cette approche systémique. C'est, je pense, le modèle qui tient le mieux compte en fait, de tous les aspects relatifs à la durabilité. Mon domaine de recherche est la microfinance. Et dans ce domaine, évidemment, l'approche systémique est intrinsèque parce que la microfinance, c'est essayer de rendre... Je pense que la Fondation pour les générations futures a vraiment un rôle à jouer de par le fait qu'à la fois elle s'adresse aux mémorants, aux doctorants et aux entrepreneurs. Et donc elle a accès à un panel finalement de ressources et d'expertise qu'elle pourrait tout à fait mettre à la contribution des institutions d'enseignement supérieur sur des thématiques spécifiques. Par exemple, imaginons une formation en commerce extérieur, une autre en comptabilité par exemple. À la Fondation pour les générations futures, ce que je souhaite, c'est d'être en aussi bonne santé dans 25 ans qu'elle ne l'est aujourd'hui et d'avoir réussi à convaincre l'ensemble des acteurs de notre société de l'importance d'aborder une approche systémique à 360 degrés dans l'ensemble des domaines de l'existence, que ce s'agisse des recherches, mais aussi des politiques. Et puis aussi qu'elle continue à inspirer les jeunes à prendre du plaisir dans ce qu'ils font. Parce que je pense qu'on a besoin aussi de ça, des jeunes qui font ce qu'ils font avec plaisir et avec conviction. Je pense qu'il faudrait mieux pouvoir faire collaborer les hautes écoles et les universités. Et je pense qu'il est très important que les universités gardent à l'esprit que leur fonction première, c'est de créer des intellectuels, des gens qui sont capables de penser la société et pas uniquement d'excellents techniciens. Je crois que c'est un enjeu majeur. Le premier objectif de l'université est de créer des diplômés critiques. Et je crois que si on arrive à maintenir cette tradition, l'université aura rempli son rôle. Voilà, encore bravo à eux. On va accueillir à présent nos derniers primés. Et oui, on approche tout doucement de la proclamation. Alors j'invite Julien Martens à me rejoindre avec Juliette Doyen, Florence Bridou et Nolwenn Le Chien. Soyez les bienvenus. Le micro est parti. Ah voilà, super, je te remercie. Merci beaucoup de le prendre. Alors, je propose, Julien, puisque tu as le micro. Voilà, c'est chouette de vous rapprocher. Bonsoir. Alors, Julien, un petit mot évidemment sur le sujet de ton travail, de ton mémoire, et puis sur la façon dont tu prolonges ton engagement dans ta vie actuelle. Merci pour la question. Donc, j'ai fait mon mémoire sur la multiplication de semences potagères population en Wallonie. Ça veut dire la production de semences. Populations qui sont reproductibles, diverses, avec une diversité génétique. Et je me suis intéressé sur la possibilité de combiner cette activité avec le maraîchage en Wallonie. C'est un sujet qui a été proposé par mes promoteurs, auquel je ne connaissais que très peu de choses, et qui en réalité est beaucoup plus vaste que ce qu'on peut imaginer. Alors aujourd'hui, je suis chercheur d'emploi. Je reviens d'un voyage post-études, pré-vie professionnelle, disons. Mais j'ai déjà une piste. J'ai travaillé là où
J'ai travaillé pendant mon mémoire donc pour une ferme maraîchère. J'étais plutôt dans la vente au marché. Et maintenant, j'aimerais plutôt être du côté production. Et dans cette ferme, je sais que si je propose un plan qui fonctionne bien de production de semences, je suis sûr que le gérant sera heureux de soutenir cette activité. Et puis personnellement, je cultive parfois quelques plantes. Alors j'ai quelques semences de piment si certaines personnes sont intéressées. Donc venez me voir tout à l'heure. Tu as fait tes semis, merci. Merci Julien. Juliette, un petit mot sur ton travail et la façon... Ah, vous avez changé de place, vous faites des blagues. Ah, ça ne va pas du tout. Désolée, je n'étais pas là à la répétition. Ah, mais c'est pour moi, c'est Florence. Florence, oui. Bon, mais Florence, même question alors. Un petit mot sur le sujet de ton mémoire et la façon dont cet engagement se prolonge dans ta vie actuelle, qu'elle soit personnelle ou professionnelle d'ailleurs. Alors, malheureusement, cet engagement ne se poursuit pas dans ma vie professionnelle. Tu avais travaillé sur quoi? Donc, ouais, pour rappel, moi, j'ai fait mon TFE j'ai fait un travail de recherche sur la bioremédiation, plus précisément sur la dépollution des sols à l'aide de micro-organismes. Et j'aurais adoré poursuivre ce travail pour développer des méthodes de dépollution des sols qui soient à la fois durables et biologiques. Mais malheureusement, ça n'a pas été possible. Donc non, malgré moi, je n'ai pas poursuivi mon engagement dans ma vie professionnelle. Mais je garde espoir qu'un jour, ce sera le cas. Mais super, on te le souhaite. Merci, merci Florence. Juliette, sur quoi avais-tu travaillé et est-ce que tu as l'occasion de poursuivre ton engagement aujourd'hui? Bonsoir, moi j'ai travaillé sur la gestion durable des déchets d'équipements électriques et électroniques et en questionnant les perceptions des consommateurs à l'égard des appareils électroniques revalorisés. Et donc aujourd'hui, je poursuis mon engagement en me concentrant sur mon master de spécialisation en sciences de gestion de l'environnement et du développement durable à Louvain. Et donc je continue d'apprendre et d'étoffer mes connaissances pour, j'espère plus tard, agir plus positivement sur l'environnement et promouvoir le développement durable. Bah super, bravo, merci Juliette. Et enfin Nolwenn, sur quel sujet est-ce que tu avais travaillé et est-ce que tu as l'occasion de poursuivre sur cette voie à l'heure actuelle? Eh bien, donc moi j'ai travaillé sur un projet, sur un mémoire de prescription nature. Donc j'ai été interviewer différents professionnels de santé en maison médicale pour voir un peu quel était leur point de vue sur ce que c'est une prescription nature, quelque chose qui n'existe pas en Wallonie. Et comme le dit Sébastien Bette, il faut oser. Et moi, notre génération, je pense qu'on est clairement confronté à ce défi-là, à oser. Et donc, j'ai intégré une maison médicale et j'ai créé une prescription nature. Yeah. Et donc, c'est une prescription qui a été créée en transdisciplinarité. C'était vraiment très important pour moi de travailler avec les médecins, les infirmières, les secrétaires, etc. Et donc là, ça fait à peu près 1 mois qu'on a commencé à prescrire dans notre maison médicale de la nature à nos patients. Donc voilà, si vous voulez suivre nos histoires, c'est au CSIC que ça se passe. C'est super, bravo. Bravo Nolwenn. Alors il y a encore 2 primés qui n'ont pas pu être là et qui nous ont laissé un petit message. On va écouter Juliette Strat pour commencer et puis on écoutera Anna Salvi. Bonjour à tous et à toutes. Dans mon mémoire, j'ai travaillé sur la problématique de l'accès à la terre agricole et plus précisément sur des instruments juridiques qui permettraient à nos agriculteurs de s'installer sur des terres pour les exploiter de façon plus durable. Si je ne suis pas présente à la cérémonie aujourd'hui, c'est parce que j'ai quitté la Belgique pour le Canada, où je suis actuellement un programme en journalisme à l'Université de Montréal. J'ai décidé de mettre la pratique du droit un peu de côté pour apprendre à utiliser mes connaissances différemment. Alors pour l'instant, je termine mon programme et je vais bientôt commencer un stage en journalisme au Manitoba, qui est une région du centre du Canada. Alors évidemment, j'ai moins l'occasion de pouvoir travailler sur des enjeux agricoles pour l'instant, mais je m'intéresse toujours de très près à ces questions. Et d'ailleurs, l'agriculture a une place très importante dans l'économie du Manitoba, et donc j'espère pouvoir couvrir les enjeux agricoles là-bas. Merci.
Et après Juliette, on va écouter Anna. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Anna Salvi et j'ai réalisé mon mémoire sur la participation citoyenne en matière d'énergie renouvelable et en particulier sur l'introduction et le développement des communautés d'énergie en Belgique. Et donc voilà, par rapport à la question de savoir ce que je fais aujourd'hui et si je continue mon engagement dans ma vie professionnelle ou personnelle, j'ai décidé de partir voyager quelques mois à la fin de mes études pour me consacrer à ma grande passion, l'escalade, en essayant de voyager en fait le plus possible de façon éco-responsable. Donc je suis arrivée il y a quelques mois dans les Alpes en train et on se déplace dans les différents spots de falaises en vélo. Et voilà, c'est sûr qu'à mon retour à Bruxelles, j'aimerais beaucoup pouvoir continuer mon engagement dans le domaine du droit de l'énergie, que ce soit dans le domaine de la recherche ou alors peut-être potentiellement plus sur le terrain, par exemple au sein d'organismes comme Énergie Commune, le facilitateur des communautés d'énergie à Bruxelles, ou tout type d'autres organismes de la sorte. Donc voilà, merci beaucoup à tous et passez une bonne soirée. Voilà, merci Anna, merci à vous quatre et bravo encore. On va se retrouver très très bientôt, j'ai l'impression. Alors avant de passer à la proclamation, on voulait aussi vous reparler des premiers pas de la Fondation pour les générations futures en Flandre. On l'avait annoncé l'année dernière à Liège. Une collaboration avec un partenariat fort avec le Duurzaam Educatiepunt Vlaanderen qui a initié la création d'un Future Proof Award. Et on va évidemment vous annoncer les lauréats de cette première édition. Enfin, Marianne Van de Mal va vous annoncer les lauréats de cette première édition si Marianne arrive à sortir de l'endroit où elle est bien coincée. Bonsoir Marianne. On peut l'applaudir. Voilà, Marianne, c'est vous qui avez géré ce partenariat au sein de la Fondation. Alors voilà, un petit mot sur les lauréats de cette première édition. Exactement, merci beaucoup Caroline. Et effectivement, il y a 1 an, on annonçait le lancement du Future Proof Award. Et voici, il y a 3 jours exactement, on a décerné les premiers prix. Voilà, j'en ai perdu un petit peu ma voix avec les cérémonies qui s'enchaînent. Et donc peut-être juste pour rappel, le Future Proof Award est un prix pour des travaux de fin d'études qui aborde un sujet de manière durable et à 360 degrés et qui est toute discipline confondue. Donc il y a toutes les disciplines qui concourent pour le prix. Au sein du prix, il y a 3 catégories. Il y a une catégorie pour les mémoires de master, une catégorie pour les travaux de type bachelier, type long, et puis une catégorie pour les bacheliers type court ou graduaatsproeven en néerlandais. Voilà. Et peut-être juste aussi mentionner que ce prix a été développé avec l'ensemble des institutions néerlandophones, d'enseignement supérieur néerlandophone. Voilà. Après tout ça, les lauréats. Et je vais peut-être pas, je sais qu'on a tous ici dans la salle un cerveau à 360 degrés, mais peut-être pas non plus, on n'est pas des machines non plus. Donc je vais pas vous présenter en détail les 9 travaux qui ont été primés. Par contre, en guise de teaser, je vais vous présenter à chaque fois le premier prix. Et je vous encourage vraiment à aller découvrir les autres travaux qui valent vraiment la peine sur le site de la Fondation ou sur le site du Future Proof Award que vous voyez à l'écran. Voilà, je me lance dans la première catégorie qui est la catégorie des bacheliers type long. Et je vais vous présenter donc le premier prix qui était Sophia Van Sloen. Qui est étudiante en architecture d'intérieur et qui a créé ce dispositif que vous voyez là au milieu. C'est un dispositif qui permet d'écouter le bruit de la sève qui monte dans l'arbre et selon le niveau de stress hydrique auquel l'arbre est confronté, ce bruit, il est différent. Et donc, avec ce dispositif, elle vise à sensibiliser en fait le grand public concernant l'effet des changements climatiques. Voilà, un très beau travail, je trouve. Alors, dans la catégorie des bacheliers type court ou graduaatsproeven, le gagnant qui a vraiment été le coup de cœur de tout le jury, c'était Victor van den Ede, étudiant qui fait une formation d'orthopédagogie
et qui en fait avait acheté un petit bout de terrain qu'il a mis à disposition d'une école et avec laquelle il a développé un projet qu'on appelle en néerlandais un time-out project. En fait, c'est un accompagnement de jeunes qui sont en décrochage scolaire, qui ne peuvent plus suivre les cours pendant un certain temps et qui reçoivent en fait un accompagnement. Et en fait, sur ce petit bout de terrain, il a développé avec eux des projets de permaculture, une toilette sèche, des abeilles, des moutons, enfin voilà. Il a développé tout ça avec l'idée en fait que ces jeunes retrouvent du sens, retrouvent leur voie et à terme arrivent à réintégrer l'école. Et ce qui était très innovateur dans ce projet, c'est qu'il a réussi à intégrer dans ce projet non seulement la nature comme moyen pour ressourcer les jeunes, mais aussi un aspect d'éducation à la nature, ce qui n'est pas évident avec ce groupe cible et ce qui a été très fort apprécié par le jury. Et alors, pour terminer, dans la catégorie des masters, c'est Fien van Zevenand qui a remporté le premier prix. Fien est étudiante dans le domaine de l'aménagement du territoire. Et en fait, elle a étudié dans son mémoire comment des territoires qui appartiennent à un CPAS peuvent être réhabilités pour de la production alimentaire en vue de nourrir des personnes âgées qui sont dans des institutions de soins. Et en fait, elle a ainsi développé un concept qui est assez novateur, qu'elle appelle une zorgderij, comme une boerderij, une ferme de soins. Et en fait, avec ce concept, elle fait émerger à la fois une stratégie d'alimentation locale, une stratégie d'émergence de communautés locales, l'intégration des soins, mais aussi la résilience des paysages. Et en fait, son mémoire produit aujourd'hui déjà des effets concrets parce que le CPAS qui était son cas d'étude utilise son mémoire pour mettre une telle stratégie en place. Voilà. Un beau saut à la Flandre et peut-être juste vous dire que l'appel à candidature est déjà ouvert. Donc si vous connaissez autour de vous des étudiants qui étudient dans des institutions d'enseignement supérieur néerlandophones, n'hésitez pas à leur passer l'information. Merci Marianne. Merci beaucoup. Alors Marianne, vous renvoyez vers le site de la Fondation. N'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus sur tous les travaux qu'on a évoqués assez brièvement ce soir, évidemment à vous rendre sur le site fgf.be/ERA et vous aurez évidemment le détail de tous les travaux qu'on a évoqués aujourd'hui. Il est temps à présent de passer à la proclamation officielle des primés de cette édition 2024. On va leur remettre leur diplôme et quand je dis on, j'invite Philippe Dubois, le recteur de l'UMONS, à me rejoindre avec Benoît Dorren, le directeur de la Fondation pour les générations futures. Alors pour les primés, c'est assez simple. Quand vous entendez votre nom, venez nous rejoindre pour recevoir votre diplôme. Et puis on vous invite à rester sur scène, puisqu'après il y aura une super séance de photos à laquelle vous êtes évidemment chaleureusement conviés et j'appellerai d'autres personnes également. Alors on va commencer par les 2 prix de thèse qui sont bisannuels et qui sont donc remis cette année. Les primés donc du ERA Doctoral Thesis Award qui est soutenu par le fonds Philippe Rottier sont, alors le lauréat c'est Norman van der Putten. Pour sa thèse, je vais quand même vous donner le titre de sa thèse. Quand les indicateurs s'institutionnalisent, repenser l'au-delà du PIB par le droit de la quantification. Un mémoire défendu à l'UC Louvain, Saint-Louis, Bruxelles. Bravo, Norman. Nominée pour ce prix, Larissa Romari Speixoto pour sa thèse intitulée « Les conditions du projet populaire, paradoxes socio-spatiaux et jeux de tension en Hainaut franco-belge » défendu ici à l'UMONS.
Bravo Larissa. On poursuit avec le Special Era Award Brussels for Future Generation qui est soutenu par Innoviris et qui est décerné à Coralie Meulart pour sa thèse VetiTech versus Fast Fashion, dévoiler les verrouillages au changement de pratiques habituelles de consommation pour mieux les dépasser et favoriser le déploiement de l'économie de la fonctionnalité dans le secteur de l'habillement, défendu à l'Uliège. On poursuit avec les prix qui récompensent les mémoires de master, qui sont 11 cette année. On va commencer avec l'architecture. Ce ERA Award en Sustainable Architecture est soutenu par le Fonds Philippe Rotier pour les générations futures et le lauréat est Antoine Mincier. Son mémoire s'intitule « La frugalité vers un renouveau de l'architecture » et il a été défendu à l'UC Louvain. Bravo Antoine. Nominée dans cette même catégorie, Amandine Bodangui pour son mémoire intitulé « Intégrer des éléments de réemploi dans la construction neuve, agir pour demain » qui était défendu à l'UC Louvain. Nominé également, mais il est absent, Lucas Van Melderen pour son mémoire « Repenser le confort pour transformer durablement, critique des solutions éco-énergétiques et hyper technicisées » qu'il a défendu à l'ULB. On poursuit avec le ERA Award en Sustainable Behavior qui est soutenu par le Fonds Mutatio pour les générations futures et la lauréate est Juliette Doyen pour son mémoire Gestion durable des déchets d'équipements électriques et électroniques, perception des consommateurs à l'égard des appareils électroniques revalorisés qu'elle a défendu à l'UC Louvain. Bravo Juliette. Nominée dans cette même catégorie, Roxane Degré pour son mémoire « Quels sont les impacts de la pratique du vélo sur les émotions et le vécu des femmes cyclistes à Bruxelles ?» défendu à l'ESA Saint-Luc, Bruxelles. Nominée également Marie Scoyer pour son mémoire « Engager les campus dans la durabilité, une approche par l'économie circulaire » défendue ici à Lumons. Et on continue avec le ERA Award en Sustainable Democracy qui est soutenu par la Chambre des représentants, le Parlement de la communauté germanophone, le Parlement de Wallonie, le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Parlement francophone bruxellois. Alors la lauréate est absente, c'est Anna Salvi pour son mémoire Énergie renouvelable et participation citoyenne de la consultation du citoyen aux citoyens en tant qu'acteur du marché de l'énergie. Elle l'a défendu à l'ULB. Salomé Charles a été nommée dans cette catégorie pour son mémoire « La désobéissance civile dans le contexte juridique belge », mémoire défendue à l'Uliège. Et Mathilde Victor a été nommée également pour son mémoire « Les commissions délibératives bruxelloises, institutionnalisation d'un mécanisme délibératif au sein du Parlement » qui a été défendu à l'UC Louvain. Le prix suivant est le ERA Award en Sustainable Design qui est soutenu par Wallonie Design et le Fonds Philippe Rotier pour les générations futures. Le lauréat est Adrien Berland pour son mémoire « L'éco-responsabilité au cinéma, le pari commun d'un film plus écologique ». Et Adrien a défendu son mémoire à l'IAD, l'Institut des Arts et Diffusion.
Manon Wagner a été nommée aussi dans cette catégorie pour son mémoire « Épaule hémiplégique, réduire la douleur et augmenter la qualité de vie » qu'elle a défendu à l'ESA Saint-Luc-Liège. Et Ségolène Dauge a été aussi nommée dans cette catégorie pour son mémoire qui s'intéressait à la réduction des émissions liées au transport aérien des étudiants. Mais voilà, Ségolène est absente, mais on peut l'applaudir quand même. Le ERA Award en Sustainable Economy est soutenu par la région Wallonie et Wallonne et l'agence Air Climat. Et la lauréate de ce prix, c'est Juliette Van Yperzeel pour son mémoire du productivisme au post-productivisme. Le droit de l'assurance chômage en transition archéologie d'un changement de paradigme. Et Juliette a défendu son mémoire à l'ULB. Cette année, on décerne les premiers ERA Awards en Sustainable Economy, Social Economy. Et la lauréate de ce prix, qui est soutenue par le prix de l'économie sociale et CoopHub.eu, est Zoé Marlier pour son mémoire. Mémoire intitulée « Tensions en série, enquête sur le genre et le travail dans la gouvernance des coopératives belges » qui a été défendue conjointement dans combien d'institutions? Lumons, Luce et Louvain, la Haute École Condorcet, la Haute École Libre en Hainaut et la Haute École du Hainaut. Le ERA Award en Sustainable Engineering est soutenu par Technor et le Fonds Albert Vanet pour les générations futures. Et le lauréat est Lucas Priels pour son mémoire « Conception et développement d'un appareil d'enregistrement vocal pour les personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ». Et a été nommée aussi dans cette catégorie Florence Bridou pour son mémoire étude de la bioremédiation par micro-organismes de sols pollués aux métaux et au HAP qu'elle a défendu à Lumons. On poursuit avec le ERA Award en Sustainable and Responsible Finance. Les primés de ce prix soutenu par Financité sont... Alors la lauréate est Juliette Baps pour son mémoire « L'industrie alimentaire belge face aux directives européennes ». Un mémoire qui a été défendu à l'ULiège. Et puis on peut applaudir aussi Lisa Marie Eck qui a été nommée pour son mémoire sur le règlement SFDR qui promeut donc une finance durable. Comment est-ce qu'il peut s'intégrer dans le secteur financier? Voilà, elle n'est pas là avec nous. Passons à présent au ERA Award en Sustainable Food Systems. C'est un prix qui est soutenu par Cosucra, Belvas et la banque Triodos. Et le lauréat est Julien Martens pour son mémoire éclairage sur l'activité de multiplication de semences potagères, population biologique, les modèles technico-économiques et son développement en Wallonie. Mémoire défendue à l'UC Louvain. J'appelle également Solène Nguyen Vienne qui a été nommée dans cette catégorie pour son mémoire maintien du maraîchage dans un contexte de raréfaction de l'eau, étude de l'impact du changement climatique sur les besoins en irrigation du plateau de Saclay à l'horizon 2060 et perspective. On passe au ERA Award en Sustainable Health. Les primés de ce prix qui est soutenu par les laboratoires Expansion sont pour la lauréate Pauline Droulet pour son mémoire se laver en ville pour une hospitalité de la ville à travers l'accès à l'hygiène du corps défendu à l'UC Louvain. Et Nolwenn Le Chien a été nommé pour son mémoire Prescription de la nature.
Mémoire défendue par Nolwenn à l'Uliège. Et après ce prix, on passe au dernier ERA Award en Sustainable Law. Ce prix est soutenu par la Fédération royale du notariat belge. La lauréate est absente. C'est Juliette Ostrade pour son mémoire « L'accès à la terre en Wallonie, une mise en pratique des communs pour répondre à la dérégulation du marché foncier agricole ». Elle a défendu ce travail à l'UC-Louvain. Et on peut applaudir Juliette. Et enfin, Mathieu Liénard a été nommé pour son mémoire « Protection des générations futures et de l'environnement, une représentation en justice possible et efficace » qu'il a défendu à l'UC-Louvain. Voilà. Et la dernière photo, et je propose qu'on applaudisse encore bien fort tous nos primés. Bravo. Bravo à vous toutes et tous, bravo pour votre engagement dont on a besoin. On félicite aussi les promoteurs et les promotrices qui vous ont accompagnés, évidemment, ils sont indispensables. On remercie aussi les présidents des jurys, vous trouverez la composition complète des jurys sur le site de la Fondation. Merci aux membres des jurys et à ceux qui sont engagés pour la 5e année, parce qu'en fait on est membre pendant 5 ans et après voilà, on quitte l'aventure, donc merci. On sait qu'il y en a qui se sont engagés voilà, sur le long terme, ça nous a fait un bien fou, donc on peut les applaudir aussi. Merci également à tous nos partenaires qu'on applaudit également. Et voilà, sans le soutien évidemment des partenaires, des jurys, enfin voilà, de toutes les personnes qu'on vient de citer, des promoteurs et de promotrices, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc voilà, on a besoin de toute cette belle énergie pour être là ensemble. Alors, merci à l'UMONS, Philippe Dubois, de nous avoir accueillis. Venez près de moi. Un petit mot peut-être en cette fin de cérémonie. Ah oui, avec un grand plaisir. D'abord, vous remercier pour avoir animé cette soirée de main de maîtresse, si je peux dire. Remercier également l'organisation des ERA Awards, mais surtout, vous savez, je me sens revitalisé. Revitalisé, et je peux vous dire, dans une journée un peu particulière, excusez-moi, je dois en parler, où on parle de réforme du décret paysage, avec la toute grande tristesse qui m'habite, quand je vois cette jeunesse, oui, l'avenir est devant nous, oui, je suis positif, oui, je suis revitalisé, je suis revigoré et je vous en remercie. N'en déplaise aux politiques. Merci. Merci à vous pour votre accueil. Oui, je crois que vous avez une petite mission, Benoît, avant de revenir me voir. Eh ben oui. Local. Mon cher Benoît, on clôture cette 12e cérémonie et comme chaque année, j'ai l'impression que vous allez nous annoncer le nom de l'université qui va nous accueillir l'année prochaine. Juste avant, j'ai quand même envie de pirater un peu la soirée pour parler de 25 ans. 25 ans, c'est 25 ans de plaisir en fait. C'est 25 ans de plaisir de donner la parole. Donner la parole aux jurés, c'est leur donner le pouvoir, qui n'est pas le nôtre de Fondation, de choisir ceux que l'on va mettre en avant, quels que soient nos jurys. C'est plus d'une centaine de jurés qui, bénévolement, nous aident chaque année à faire progresser cette société. Donc je voulais les remercier. Donner la parole à des gens qui choisissent pour vous, c'est aussi un risque
important, nous l'avons pris depuis 25 ans et chaque année, on assume pleinement ce risque en disant « Vous nous servez sur un plateau des gens formidables et en particulier des jeunes. » Autre parole qu'on donne, c'est celle qu'on donne aux jeunes eux-mêmes. C'est ça ce plaisir que moi j'ai personnellement, très égoïstement, et je pense partagé par toute notre équipe, par tous ceux qui nous accompagnent, tous ceux qui nous soutiennent, parce que l'air de rien, c'est énormément de personnes, d'institutions qui soutiennent cette démarche de la Fondation, pour qu'ils puissent parler, pour qu'ils puissent s'exprimer de manière plus audible dans une société où l'infobésité est en train de laminer le cerveau de nos concitoyens. Donc je pense que ce plaisir de pouvoir vous donner la parole et donc vous donner aussi la responsabilité de la suite, c'est évidemment quelque chose de fondamental. Ça, c'était les 25 ans. Et pour les 14 ans des ERA Awards, c'est juste de dire, il semble qu'il y a une réussite à laquelle, nous espérions le réussir, c'était créer un espace serein entre les universités et les hautes écoles pour promouvoir une démarche vers une société plus durable et plus soutenable quelle qu'elle soit. Et je pense que 14 ans plus tard, le fait qu'on ait pu aligner autant de lauréats, d'autant d'institutions, et en quelque sorte, comme le disaient Marc et Philippe à mes côtés, c'est super que vous n'ayez pas mis les logos de toutes les universités quand ils étaient en train de parler. Ils étaient en quelque sorte non pas neutralisés, mais ils étaient communalisés. C'est-à-dire que c'était un bien commun. Vous nous faites un bien commun. Merci beaucoup. Alors, effectivement, merci beaucoup. D'abord, je te remercie beaucoup pour la contribution majeure à cette soirée. J'en profite. Mais évidemment, c'est cette tradition qui maintenant fait que il y a un effet chenille d'année en année, et c'était aussi un pari à l'époque de dire chaque université va nous accueillir une année après l'autre. Et donc je vais vous annoncer la prochaine, ce sera l'UC Louvain, mais qui va nous accueillir sur son nouveau site bruxellois. Effectivement, nous avons démarré avec 6 universités, nous sommes 14 ans plus tard avec 5 universités. Mais donc voilà, donc ce sera bien à Bruxelles que nous serons accueillis, et j'ai même la date quelque part, je crois. Voilà exactement. Vous pouvez déjà noter dans vos agendas le 17 avril prochain. La date est prévue, donc quasiment une année plus tôt. Donc on est évidemment extrêmement heureux de pouvoir retrouver tout le monde à ce moment-là. Et ce sera aussi l'occasion pour l'UCL de fêter ses 600 ans. Donc ce sera aussi un grand moment pour eux, un grand moment pour nous et pour toute la communauté qu'on a générée autour de ces ERA Awards. Alors je voudrais évidemment, et je suis le prompteur comme on dit, je suis obligé, c'est pour ça que je suis venu chercher les petits papiers que j'avais oubliés, parce que de mémoire j'aurais évidemment oublié plein de trucs. Il y avait Isabelle Haché, mais Isabelle, est-ce qu'elle est dans la salle, Isabelle Haché? Voilà, sur mon prompteur, il y a le nom d'Isabelle Haché. Donc voilà, on va l'accueillir. Venez, venez. Comme Isabelle était censée s'asseoir à côté de moi et que je ne l'ai pas vue de la soirée, j'ai cru qu'elle n'était pas là. Voilà. Ouais, si vous vous cachez, alors Isabelle, vous êtes représentante de l'UC Louvain, future vice-rectrice à partir de la rentrée prochaine de l'UC Louvain Saint-Louis-Bruxelles. Alors vous êtes là évidemment pour le flambeau, mais aussi vous avez aussi été distinguée ce soir en quelque sorte puisque vous êtes la promotrice de thèse de Norman van der Putten. Co-promotrice, voilà, Norman qui a donc remporté le ERA Doctoral Thesis Award. Alors votre état d'esprit, Isabelle, à 1 an d'accueillir cette cérémonie et après celle à laquelle vous venez d'assister? Superbement heureuse. Première soirée à laquelle j'assiste, j'avoue, pour la Fondation des Générations Futures, et je trouve qu'il y a un souffle magnifique, donc je rejoins le point de vue de Philippe Dubois. Et quelques mots quand même pour cette transition qui s'annonce. Donc je saisis la perche que vous me tendez pour d'emblée me poser et me situer au sein d'une autre transition institutionnelle, puisque comme vous l'avez annoncé, le 13 septembre,
dernier, Saint-Louis a fusionné avec l'UC Louvain. Et c'est ce qui nous vaut maintenant d'avoir une double identité, puisqu'on a à la fois l'identité du campus Saint-Louis et puis notre nouvelle appartenance à la grande l'UC Louvain. Et aujourd'hui, vous assistez d'ailleurs à ma première prise de parole publique en ma qualité de vice-rectrice élue du campus Saint-Louis, mais m'exprimant au nom de l'UC Louvain qui l'an prochain accueillera, comme vous l'avez souligné, sur son nouveau campus Saint-Louis, l'édition 2025. Ce sera, on l'a dit aussi, le 17 avril 2025 et je me réjouis déjà, mais alors très sincèrement, de vous retrouver ce jour-là avec les générations futures qui, d'ici là, nous auront rejoints. Cette occasion qui nous est donnée, elle se situe à la croisée de la double identité que je pointais il y a un instant. L'UC Louvain a pris un magnifique tournant transitionnel sous l'impulsion de sa prorectrice Transition et Société, Marc Nissens. Et c'est un tournant dont on a beaucoup à apprendre, même si Université Bleue depuis peu, Saint-Louis n'est pas resté à l'écart de ces enjeux, loin de là. Mais ce tournant, la fusion est une magnifique opportunité de le négocier plus encore en articulant transition institutionnelle, transition écologique et transition sociale. Car logée en plein cœur de Bruxelles, notre institution universitaire accueille des publics qui sont de plus en plus diversifiés, dont l'accompagnement doit être réfléchi par le biais de politiques inclusives. Et ce, pour tenir compte de la biodiversité humaine, comme l'écrirait Joseph Chovanec lorsqu'il revisite l'écologie contemporaine. En 2024-2028, le cap sera précisément inclusif. Et déjà, sentez-vous donc plus que les bienvenus sur le campus de Saint-Louis. Mais pour l'heure, merci encore à tous ces fabuleux chercheurs et chercheuses qui participent à penser ce monde nouveau que le groupe de rock Feu Chatterton appelle de ses voeux. Clin d'œil à Norman, clin d'œil à vous tous et tous, chers lauréats et lauréates, chers et chers nominés. Ce monde nouveau, on en rêvait tous, puisse pas à pas ce rêve devenir réalité et l'université penser ces transitions, se penser en transition, c'est là qu'à mes yeux se loge aujourd'hui le sens de l'université. Merci. Merci à vous. Merci à vous Isabelle Haché et mon cher Benoît, je pense que l'heure est au dernier remerciement. Absolument, je pense qu'on peut remercier l'accueil. Philippe, il faut rester à côté de moi parce que l'accueil de l'UMONS. Non, mais voilà, mais effectivement, donc l'accueil merveilleux de l'UMONS aujourd'hui. Merci aux équipes audiovisuelles qui ont succulé pour que tout se passe bien et toutes les équipes techniques. Merci à Sébastien Bette et François Pierson pour leur carte blanche. Normalement, vous êtes censés nous rejoindre sur la scène, me semble-t-il, mais je ne sais plus. Ça a peut-être changé. Mais dans 2 petites secondes, mais on va vous appeler, ne vous inquiétez pas. Et donc, bien sûr, Marc. Merci Marc pour cette longue histoire commune, en quelque sorte. Bien sûr, Chloé, Nathalie qui nous accompagne aussi, et Alice qui nous accompagne au niveau de l'équipe ERA de la Fondation. Alors vous allez dire, mais j'ai certainement oublié Marianne. Je ne sais pas, à un moment donné, je pense on doit en particulier peut-être faire passer l'équipe, parce que c'est... Oui, voilà, exactement. Je veux profiter. Parce que je veux profiter de l'occasion pour quand même partager des évolutions. Donc ces cérémonies qui se répètent d'année en année, elles ne sont jamais les mêmes, elles sont toujours parfaites. Donc ça, c'est toujours merci, parce que les brochures sont écrites, elles sont écrites sans erreur majeure, je dirais même sans erreur du tout. Et donc elles nous permettent aussi de pouvoir projeter tous ces jeunes dans un univers qui est l'univers du web et d'autres vidéos qui peuvent circuler, ainsi que tous les documents qui sont en open source, je vous le rappelle. Et donc, en fait, peut-être partager le fait que chez nous aussi, ça évolue. La Fondation, elle est en transition, mais aussi en évolution. Donc, l'équipe, par exemple, va être rejointe par Marjolaine Blomart, qui aujourd'hui est présente, mais commence dans quelques jours
notamment pour superviser et déployer les prix ERA en Flandre. Comme vous avez vu, c'était bien parti, mais voilà, maintenant il faut tenir le rythme. Et puis aussi le fait que, voilà, c'est quand même intéressant de le noter, Marianne ne va pas quitter complètement le bateau d'ERA Awards, mais quand même Marianne rejoint le comité de direction de la Fondation, qui est le tout nouveau comité de direction, qui rejoint donc Zoé Linardos et Maude de Boulard, qui sont Maude, notre nouvelle CFO depuis une année et quelques mois, et Zoé qui était notre responsable administratif et finance, qui maintenant va devenir responsable directrice opérationnelle. Et donc, Marianne va rejoindre le comité de direction en charge du développement et de la communication à la Fondation. Donc, c'est un vrai défi pour elle de structurer cette démarche et d'aider la Fondation à continuer à grandir. Merci pour tout. Un tout petit point, quelqu'un se retire sur la pointe des pieds, c'est Marianne dans ses fonctions plus opérationnelles, mais bien sûr, Alice reprend le flambeau avec vigueur et plein de qualités pour devenir responsable opérationnel d'ERA Awards. Vous la connaissez, je pense, parce qu'elle est souvent derrière les rideaux, mais quand même, voilà. Merci Benoît et bravo à toute l'équipe d'ERA Awards. Alors cette 12e cérémonie touche à sa fin. Encore bravo à toutes et tous. Merci à vous toutes pour votre présence et votre engagement aussi. Lumons vous convie à un cocktail maintenant. Oui, oui, cher Philippe. Apparemment, oui. Non. Oui, évidemment, c'est une tradition ancestrale. On est heureux de vous accueillir et de partager le verre de l'amitié, comme on dit. Mais je vais juste ajouter un petit mot, c'est te remercier, toi, Benoît, parce que je sais que tu travailles vraiment d'arrache-cœur depuis maintenant un quart de siècle. Et quand on voit le chemin parcouru, chapeau, merci bas, et ça, c'est du durable. Bravo. Merci. Bravo Benoît, et je vous invite encore, donc on va se retrouver dans le restaurant qui se trouve juste de l'autre côté, mais je pense qu'on va vous guider sans problème. Je vous invite encore à regarder la brochure, parce que Benoît, tu le mentionnais, elle est très très bien faite et elle regorge d'informations complémentaires. Il y a aussi le site évidemment qui est à votre disposition. Je vous invite tous à rester sur scène et alors à rester dans la salle. Je vais demander évidemment aux promoteurs, promotrices, aux recteurs, rectrices ou autres représentants institutionnels, présidents de jury et Benoît évidemment, de rester avec nous. Et nous, on se retrouve dans quelques instants. Belle fin de soirée. Merci.